suis obligé de vous demander votre réaction sur ces derniers événements et sur cette nappe d'hydrocarbures qui suscite une immense inquiétude, évidemment, sur les côtes françaises. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup de raisons d'être inquiet ce soir. D'être inquiet parce qu'on a une nappe de plus de 10 km de long qui est présente, qui va peut-être s'agrandir. On parle de matières dangereuses, on ne sait toujours pas à cette heure-ci que ce que transportait le bateau, qui est quand même une source d'inquiétude. Et puis je pense que ça va être véritablement un désastre écologique pour les côtes françaises. Et donc il y a des raisons de s'inquiéter. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça est peut-être le résultat de libre-échange qui amène de plus en plus de transport de produits sur les bateaux. Il y a eu, le nombre de bateaux a été multiplié, de marchandises a été multiplié par 3 en 25 ans. Parce que de plus en plus, on va chercher des produits à l'autre bout de la planète qu'on met sur des bateaux et parfois ça, en plus du désastre écologique quotidien de pollution, parfois ça crée des drames comme celui-là. Donc il y a des raisons de s'inquiéter malheureusement. Ce qui est terrible, c'est que visiblement ce navire avait subi des avaries, qu'il était déjà source d'inquiétude avant même qu'il se retrouve au large de ces côtes françaises. On n'apprend pas des précédentes catastrophes écologiques. Erika, c'était il y a 20 ans. Ouais, forcément, on a tous en tête Erika. Je pense que ça marque, même si j'avais 9 ans, il y a 20 ans, j'ai gardé en mémoire Erika. Moi, je vous l'ai dit, je pense qu'il faut apprendre à la fois d'un point de vue du contrôle de ces bateaux et d'un respect de certaines normes écologiques. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut interroger notre système économique qui n'arrête pas de mettre sur des bateaux des produits, des marchandises, quand parfois on peut les trouver sur notre continent européen ou même produits en France. Et c'est le résultat, on va sûrement en parler après, mais c'est le résultat aussi d'une politique de libre-échange développée par l'Union européenne. À quoi va vraiment servir le grand débat national? Je vais vous poser la question dans un instant. En tout cas, les Français sont sceptiques. C'est ce qui ressort d'un sondage Elab pour BFM TV, alors que le soutien au mouvement des Gilets jaunes reste largement majoritaire. Sophie Ebrard. Le scepticisme grandit à 2 jours de la fin du grand débat national. Ce dernier permettra-t-il d'améliorer la participation des citoyens aux décisions? La réponse est non pour 55% des personnes interrogées. À savoir si Emmanuel Macron et son gouvernement tiendront compte des points de vue exprimés. Là encore, la réponse est majoritairement non à 63%. C'est 4 points de plus qu'à la mi-janvier. Et encore plus pessimiste, 70% des Français pensent que le grand débat ne permettra pas une sortie de crise. Là aussi, c'est 4 points de plus qu'il y a 2 mois. Mi-avril, Emmanuel Macron pourrait donner ses premières indications sur ses intentions. Alors, sur quel sujet les Français souhaitent que son gouvernement agisse en priorité? D'abord, le pouvoir d'achat pour 52%. Ensuite, les impôts et les taxes pour 46%. Les retraites pour 28%. Les inégalités et les injustices sociales pour 26%. Et enfin, l'environnement pour 23%. Et puis il y a évidemment la question des gilets jaunes. Sont-ils encore soutenus dans le pays? Eh bien oui, puisque 61% des personnes interrogées expriment leur soutien ou leur sympathie au mouvement, alors qu'un peu moins d'un tiers affiche une opposition ou une hostilité. Pour autant, et c'est là toute la complexité, seuls 11% des Français se sentent eux-mêmes gilets jaunes. Avec Bruno Jeudi, nous accueillons donc Manon Aubry. Je rappelle que vous êtes tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Les résultats de ce sondage doivent vous satisfaire. D'abord, le grand doute sur le grand débat. Je pense qu'il ne faut pas le prendre par le biais d'une source de satisfaction. En revanche, il témoigne de ce que l'on avait dit depuis le début de ce grand débat, qu'il n'offrait pas, dans les conditions dans lesquelles il était organisé, la possibilité de donner un débouché politique aux attentes citoyennes, aux attentes populaires, sur les questions du partage des richesses, sur les questions du partage du pouvoir. Mais en même temps, il n'y a pas de surprise. Emmanuel Macron, il avait été très clair dès le début. Il avait fermé la porte, par exemple, au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou plus généralement à plus de justice fiscale, ou à des révisions institutionnelles majeures qui auraient pu, et c'est ce que nous appelions de nos voeux, permis la transition vers une 6e République. Donc voilà, ce sondage, il est sans surprise. Vous ne croyez pas à la possibilité, pour Emmanuel Macron, certes c'est votre adversaire, mais vous ne croyez pas à la possibilité qu'il puisse mettre sur la table le 15 avril 3, 4 mesures
notamment sur la question, pour répondre aux questions de pouvoir d'achat, aux questions de fiscalité, par exemple, sans rentrer sur les questions plus institutionnelles. Vous ne croyez pas du tout, absolument, vous ne croyez pas que c'est possible? Il y a deux raisons qui me font penser que ce ne sera pas le cas. La première, c'est qu'il suffit de regarder le questionnaire en tant que tel, le questionnaire qui a été élaboré au début du grand débat. Et que dit ce questionnaire? Il ne pose jamais, à aucun moment, la question de l'imposition des plus riches, par exemple. Donc si la question n'est pas posée, je ne vois pas comment une réponse sur le sujet peut être apportée. Et puis on a vu aussi Édouard Philippe et la République En Marche lancer quelques ballons d'essai sur les réponses qu'ils veulent apporter. Et honnêtement, quand ils nous disent oui, le problème c'est la déconnexion des élus, on va les envoyer faire un petit stage pour découvrir la pauvreté, bon, ça démontre la déconnexion de certains élus avec la population française, mais c'est pas du tout à la hauteur et c'est complètement déconnecté de ce qui se passe dans la rue ces dernières semaines et ces derniers mois. Je vous dis, hein, moi j'aimerais me tromper, j'aimerais que Emmanuel Macron se réveille un matin et se dise je vais faire la justice fiscale, je vais faire 14 tranches d'impôt sur le revenu, je vais revenir sur la réforme de l'ISF, je vais instituer une constituante pour changer de République. Mais honnêtement, je crois que c'est pas crédible vu son attitude ces derniers mois. Constituante pour changer de République qui n'est pas dans les propositions pour l'instant qu'on peut lire, qui ont déjà été déposées. Vous avez alors déjà, qui a participé au grand débat? 1,5 million de propositions déposées sur le site gouvernemental. 175 000 personnes qui ont participé. Ça ressemble plus à une consultation des adhérents En Marche, parce que je sais pas, pour ceux qui l'ont pas vu, le Parisien a fait un article qui a étudié sociologiquement qui avait participé. Et c'est essentiellement des classes urbaines, favorisées, qui correspondent d'ailleurs plus ou moins à l'électorat d'Emmanuel Macron et assez peu aux personnes mobilisées dans le mouvement des Gilets jaunes. 175 000 personnes, c'est aussi... Avec une grosse représentation de la ruralité dans les cahiers de doléances. 175 000 personnes, c'est 0,3% de l'électorat en France, donc c'est très peu. Donc je ne pense pas que ce soit aussi représentatif des attentes populaires. Mais après... Votre sondage, il est assez clair sur les attentes. Il y a sur le pouvoir d'achat, que pouvoir de vivre, pouvoir d'exister. C'est aussi une hausse des minima sociaux et une hausse du SMIC. On voit bien qu'Emmanuel Macron aussi écarté la question. Donc j'ai du mal à croire qu'il apportera les réponses nécessaires. Manon Aubry, vous êtes à la tête d'une liste qui recueille environ 7% dans les intentions de vote. Ça ne décolle pas. C'est entre 7 et 9 si on voulait être honnête, mais 7 et 9. À la rigueur, peu importe. C'est 3 fois moins que le score de Jean-Luc Mélenchon quasiment moins, mais à la présidentielle. Moi, je vais vous dire sur les sondages. Alors évidemment, il faut toujours les prendre avec des pincettes, mais je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'on est à 3 mois du scrutin des européennes. Et que moi, j'ai été désignée tête de liste début décembre. Et voilà, j'ai fait pas mal de plateaux télé, radio, etc. jusqu'à présent. Mais pour être honnête, on m'a posé assez peu de questions sur notre projet, notre programme, notre vision de l'Union européenne. Et pour autant, on est, je crois, les seuls ou quasiment les seuls à ce jour à avoir un programme pour les élections européennes, à assumer une rupture avec la construction européenne actuelle, à défendre la transition écologique, l'investissement massif, etc. Et puis je crois qu'on a un défi aussi pour cette élection. Et il faut être honnête, c'est celui de la mobilisation. De la mobilisation et de la lutte contre l'abstention. Et donc à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, ne laissez pas Emmanuel Macron gagner le 26 mai. Mobilisez-vous et allez voter. À force de dire qu'on est à 3 mois de l'élection, on n'est plus qu'à 2 mois et demi. On est à 2 mois et demi, on est à 2 mois et demi parce qu'on est le 13 mars. Mais à 2 mois et demi des présidentielles, je ne sais plus à combien il était donné. Vous avez raison. Emmanuel Macron Parlons des propositions. Et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Parlons des propositions. Donnez-nous une proposition. Quelle est la proposition que vous faites, que vous mettez sur la table et qui doit, selon vous, permettre de donner envie de voter? Eh bien, pas plus tard que cette semaine, nous avons fait une conférence de presse et une proposition. Donc, nous avons écrit juridiquement un règlement européen que nous défendrons demain au Parlement européen. Que dit ce règlement européen? C'est un règlement européen sur la règle verte. La règle verte, c'est instituer juridiquement le fait de ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer naturellement. Et donc, nous proposons la création d'une agence européenne de la règle verte qui évaluera l'ensemble des politiques européennes, passées et futures, les projets d'investissement, mais aussi les traités de libre-échange, au nom de cette règle verte avec un certain nombre de critères et qui évaluera dans quelle mesure ces politiques, telles qu'elles soient, économiques, etc., respectent cette règle essentielle de ne pas prendre plus à la terre. Ça implique par exemple de revoir la directive européenne sur les énergies renouvelables pour avoir et mettre en pratique cette ambition de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, qu'on ne repose plus sur le nucléaire, qu'on ne repose plus sur les énergies fossiles qui sont davantage subventionnées
que les énergies renouvelables en Europe. Voilà une proposition concrète qu'on met sur la table. Et on invite tout le monde à y contribuer d'ailleurs. On vous entend sur le terrain de l'écologie. Le problème, c'est que vous êtes un peu débordé par la liste écologiste dont vous n'avez pas voulu ou n'ont pas voulu eux-mêmes de faire union avec vous. C'est un problème quand même. Vous avez une liste écologiste sur votre gauche, votre droite, qui en tous les cas qui a 2 points de vue. Débordé, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais moi je vais vous dire, on a un point de désaccord aujourd'hui avec Europe Écologie Les Verts. Si on veut faire de la lutte contre le changement climatique, non pas un totem, mais une véritable ambition politique, il faut être cohérent. Investir massivement dans la transition énergétique, je ne vais pas vous mentir, ça coûte de l'argent. Donc il y a plusieurs alternatives. On peut aller taxer les plus pauvres comme l'a proposé Emmanuel Macron. Nous proposons de ne pas respecter la règle des 3% de déficit. Parce que cette règle finalement des 3% des déficits, si on ne la respecte pas et qu'on veut investir les plus de 150 milliards qu'il faut pour les énergies renouvelables, on peut vivre avec plus de 3% de déficit. C'est une des propositions de Nicolas Hulot d'ailleurs. Mais on ne peut pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Donc ça suppose de ne pas respecter une sacro-sainte règle dans l'Union européenne, c'est 3% de déficit. Sortir les investissements verts de la règle des 3%. Nous proposons plus largement qu'il faut rompre avec un certain nombre de règles de l'Union européenne. La règle des 3% de déficit est un bon exemple parce que rompre avec cette règle, c'est pouvoir investir massivement dans la transition écologique, pouvoir aussi avoir une politique de relance économique. Par ailleurs, la transition écologique, c'est créateur d'emplois. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne qui dit que investir dans les énergies renouvelables, ça créerait 900 000 emplois dans l'Union européenne. Donc ça crée même des emplois ici en France. Manon Aubry, vous avez 29 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, on vous connaît peu parce que vous êtes novice en politique. Vous étiez porte-parole de l'ONG Oxfam. Ça fait 3 mois donc, que vous êtes tête de liste. 3 mois plus difficiles que prévu ? Moi, je vais pas vous raconter d'histoire. Être dans le monde politique, parfois, c'est un peu surprenant, un peu déconcertant. Par exemple, je raconte régulièrement, depuis que je suis tête de liste, on me pose plus de questions de Jean-Luc Mélenchon que sur notre programme, et c'est un peu frustrant. Ça arrive. C'est un peu frustrant, mais non. Et moi, d'ailleurs, je m'étais écrit une lettre à moi-même, y compris pour me rappeler. Vous n'êtes pas tellement aidé par votre chef. Pourquoi je suis là. Attendez, pour des drôles de positions. Vous avez écrit une lettre ? Je m'étais écrit une lettre à moi-même pour me rappeler pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait ce choix de m'engager en politique, qui n'était pas un choix spontané, qui n'était pas d'ailleurs ma réponse initiale, et aussi pour affronter tous les moments difficiles. Toutes les fois où je rentre chez moi, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça ? Aujourd'hui, j'ai dû me justifier toute la journée que je n'étais pas antisémite, c'est ridicule. Et donc, ça me permet de me rappeler aussi que le sens de mon engagement, c'est de donner un débouché politique à mon engagement associatif initial, parce que j'ai aussi accumulé des frustrations dans le monde associatif. On parlait de lutte contre le changement climatique. En la matière, on les connaît, les solutions. Elles sont mises sur la table par les associations depuis plus de 20 ans. Et qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en œuvre ? Donc voilà, c'était 3 mois aussi enthousiasmant parce que je suis portée par une campagne sur le terrain. Mais vous regrettez ou pas ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. La politique, c'est pas facile tous les jours. Moi, je suis un être humain normal. Mais non, je regrette pas parce que vraiment, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là parce que d'abord, la politique, elle n'est pas réservée qu'à des professionnels et que des gens comme moi peuvent décider du jour au lendemain de s'y investir. Et puis, je sais aussi pourquoi je suis là parce que le projet que nous portons pour les élections européennes, je sais qu'il est transformateur de la société et qu'il construit cette véritable alternative qui a été d'ailleurs jusqu'à présent portée par beaucoup d'associations. Vous dites quand vous êtes souvent interrogé plus sur Jean-Luc Mélenchon que sur votre programme européen. Il faut dire que parfois, il ne vous aide pas beaucoup, votre chef. Quand il prend la défense d'Éric Drouet, quand il compare le sort de M. Bouteflika et celui d'Emmanuel Macron, l'un ayant renoncé à la présidentielle et l'autre voulant pas démissionner. Enfin, en gros, vous n'êtes pas quand même aidé par les sorties de Jean-Luc Mélenchon qui, en quelque sorte, facilitent pas votre tâche. Pour être honnête, je crois que je ne suis pas aidée par la caricature qui peut être faite de ses propos parfois, et par aussi le débat politique qui est souvent un débat de petites phrases. Et qui empêche de présenter avec nuance, avec profondeur les sujets et les réponses aussi aux questions qui peuvent être posées. Sur la question de Bouteflika et du mouvement en Algérie et du mouvement en France, je crois que son opinion, par exemple, c'était de comparer le soulèvement citoyen et populaire en Algérie et en France. Mais évidemment, la nature du régime politique en France et en Algérie n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, on a des élections libres en France, c'est pas le cas en Algérie, donc personne n'a fait la comparaison du régime politique. En revanche, le fait qu'il y ait un mouvement et un soulèvement populaire, oui, c'est plutôt enthousiasmant, et ça l'a enthousiasmé, c'est ce qu'il a dit, aussi simplement que ça. Alors,
Oui, il y a aussi une autre personne, je ne sais pas si vous êtes interrogé aussi sur un autre de vos camarades, des amis, c'est François Ruffin. Qui sort un film, qui prend des positions très provocatrices à l'endroit du président. Tout ça, ça pollue votre campagne? Ça pollue pas ma campagne. Vous savez, il y a 2 jours, je suis allée voir le film de François Ruffin, Je veux du soleil. Et en fait, je me suis dit que François Ruffin, il avait vraiment les qualités d'un député reporter qui comprend la population française, le peuple français, et qui redonne une voix à tous ces oubliés de la République. J'ai été assez émue, je vais vous dire, par ce film. J'encourage tout le monde à aller le voir. Parce que il raconte comment des personnes qui se sentent isolées, voire humiliées, ont eu le courage d'aller sur ces ronds-points et de discuter et finalement de recréer du lien à travers ce mouvement. Je crois que c'est une des grandes forces de ce film et de la voix que porte François Ruffin par rapport à la voix majoritaire qu'on entend dans le monde politique. On aimerait vous poser une dernière question concernant le Brexit. Il y a eu un vote important ce soir, un vote du Parlement britannique sur l'hypothèse d'un Brexit sans accord. Ça a été rejeté, mais on va écouter ensemble Theresa May. La solution par défaut dans les lois britanniques et européennes est que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne sans accord, à moins que nous en décidions autrement. C'est maintenant notre responsabilité de trouver une solution. Les options sont toujours les mêmes. Nous pourrions partir avec l'accord que le gouvernement a négocié depuis 2 ans. Nous pourrions refaire un référendum, mais nous prendrions le risque qu'il n'y ait pas de Brexit. Cela endommagerait la confiance déjà très fragile entre les Britanniques Cela endommagerait la confiance déjà très fragile entre les Britanniques et les membres de cette Chambre. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette confusion générale entre les Anglais et les Européens? On voit la difficulté quand l'Union européenne s'éloigne de ses peuples. C'est finalement les peuples qui finissent par s'éloigner de l'Union européenne. Et je crois que c'est aussi une des conséquences des politiques menées à l'heure actuelle en Europe. Mais quoi qu'on pense du Brexit, maintenant, il faut respecter la souveraineté populaire et le vote qui s'est exprimé dans les urnes. Donc retourner à une élection, ça paraît assez problématique en matière de respect de la souveraineté populaire. En revanche, il faut trouver un deal qui à la fois protège les plus précaires et les plus faibles au Royaume-Uni et ne donne pas tous les avantages de l'Union européenne au Royaume-Uni sans en payer le prix. Moi, j'ai une inquiétude, je vais vous dire spécifiquement sur le Brexit, c'est qu'ils jouent leur carte de devenir un paradis fiscal. On l'a déjà vu, ils ont commencé par baisser leur taux d'imposition, etc. Donc il va falloir aussi être très vigilant par rapport à ça. Vous avez, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait une Europe sortir de cette Europe des traités. On n'a pas bien compris d'ailleurs ce que ça signifie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il faut lever les freins actuels de la construction européenne actuelle pour mener une politique sociale, fiscale et écologique ambitieuse. Je parlais tout à l'heure de la règle des 3% de déficit. C'est une règle européenne. Nous pensons, et elle est imposée par ces traités européens, nous pensons qu'il ne faut pas la respecter et qu'il faut sortir de cette règle. Du coup, il y a plusieurs alternatives pour sortir de ce carcan budgétaire. Soit on renégocie des traités tous ensemble, c'est la solution la plus souhaitable, je pense. Soit nous négocions un opt-out, donc une possibilité de retrait d'un certain nombre de ces règles européennes qui nous semblent injustes et qui nous empêchent de mener la politique progressiste que nous proposons pour la France. Et nous espérons entraîner dans notre sillage d'autres États européens. Finalement, c'est plusieurs constructions européennes en parallèle. En quelque sorte. Non, c'est pas forcément un demi-Frexit. Vous savez, en fait, la construction européenne, elle est déjà à géométrie variable. Il y a l'espace Schengen, il y a l'euro, tout le monde n'est pas dans les mêmes construits géographiques. Donc, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, la construction européenne, si elle se fait, c'est uniquement sur une base écologique, sociale et de justice fiscale. C'est ce que nous proposons. Et si l'Union européenne ne le veut pas, nous le ferons quand même et nous nous battrons pour faire de cette Europe-là une Europe solidaire, populaire et écologique que nous proposons. Un dernier mot, la privatisation d'ADP,
débat houleux aujourd'hui à l'Assemblée. Le débat est vraiment relancé autour de la privatisation des aéroports avec ce projet de loi. L'opposition, dans son ensemble d'ailleurs, dénonce le projet du gouvernement. C'est une mauvaise idée ? C'est une très mauvaise idée. On continue de brader un certain nombre d'entreprises publiques au privé. Ça va dans la logique de privatisation plus globale qui est poursuivie à marche forcée par le gouvernement. Puis c'est aussi un risque de laisser la gestion de nos aéroports à des entreprises privées. Je crois que s'il y a unanimité des oppositions en la matière, il faudrait que le gouvernement revienne à la raison. Merci beaucoup, Manon Aubry. Merci d'avoir été notre invité ce soir.